Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, avec notamment le fait que le rachat de Twitter se passe pas forcément très bien pour Elon Musk. Il a pris des décisions qui sont très critiquées, on peut le dire. Nous avons aussi évidemment les RX 7900 XT et XTX qui ont été annoncés par AMD. Ils ont même confirmé que ce serait une concurrente à la 4080. Nous avons aussi Nvidia, et ça j'ai pris un peu de temps à le traiter, qui a sorti des RTX 3060 Ti GDDR6X et aussi des 3060. C'est un peu bizarre, vous allez le voir. Et puis d'autres news. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Aussi, information très importante, ce mercredi, du coup, 9 novembre, c'est bien ça. Donc ce mercredi-ci, sur twitch.tv/AurelienSama, je vais faire un live de montage PC. Et ce montage PC, ce sera le PC le plus silencieux possible. C'est un PC en réalité pour mon frère. Ah, et d'ailleurs, mon frère n'en a rien à faire d'un PC silencieux, mais j'avais envie de faire un PC ultra silencieux, j'avais envie de faire le défi de faire ça. Donc ce sera du full air cooling, on va même remplacer les ventilateurs de la carte graphique et tout ça pour que le PC soit le plus silencieux possible. Et du coup, ça devrait être plutôt intéressant. Donc vous aurez un lien dans la description vers le Twitch. N'hésitez pas à déjà follow pour ne pas manquer. Peut-être même mettre l'application mobile, comme ça vous envoie une notification quand le live commence. Ce qui peut être plutôt pratique. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Infomax Paris, le spécialiste du PC gamer en France. Si vous ne connaissez pas Infomax, ils font du montage de PC. Vous avez du coup des PC pré-montés, mais vous pouvez aussi acheter des pièces si vous voulez faire votre propre PC. Et aussi une dernière option qu'ils ont, c'est des configurateurs de PC A à Z pour Intel ou AMD. L'avantage ici, c'est comme c'est séparé pour Intel ou AMD, vous n'avez pas de problème de compatibilité. Ça va automatiquement afficher seulement les pièces qui marchent avec la config que vous êtes en train de faire. Donc c'est ultra simple, mais vous pouvez quand même choisir exactement ce dont vous voulez et exactement ce dont vous avez besoin. En ce moment, ils font 5% de remise sur les PC gamers de A à Z. Donc ça veut dire que vous pourrez économiser quand même pas mal sur un PC. Et vous avez vraiment énormément de choix. Vous avez d'abord le configurateur Intel avec la 10e et 11e génération, mais vous avez aussi avec la 12e et 13e génération en DDR4 ou DDR5. Et du côté de chez AMD, vous avez évidemment la série 5000 des Ryzen ou même la série 7000 qui vient de sortir. Et pour ceux qui ont encore besoin de plus de puissance, ils ont même un configurateur avec Threadripper Pro pour un maximum de cœur et un maximum de lignes PCI Express. Du coup, n'hésitez pas à découvrir dès maintenant Infomax Paris en suivant le lien dans la description et à aller faire votre prochain PC sur leur site. Et merci encore à eux d'avoir sponsorisé ce début de vidéo. Passons au reste de ce Texama Show. Ah aussi, il y a une nouvelle vidéo de Yankee qui vous rappelle, c'est une série que je fais sur RTBF XP qui est orientée au niveau de la tech. Très intéressant. Là, on a fait un guide ultime pour améliorer la vitesse de votre Wi-Fi gratuitement. Genre, c'est que des astuces que vous pouvez appliquer qui sont gratuites. Donc, c'est plutôt pratique. Et on aura aussi un live pour information le 12 novembre, donc deux lives cette semaine-ci. La vache, waouh, tellement de live. Mais bon, c'est pas sur ma chaîne Twitch. Par contre, ce sera sur la chaîne YouTube RTBFXP. Donc, vous pouvez vous abonner à cette chaîne-là. Bon, après, vous pouvez aussi revenir juste le samedi. Ce sera samedi soir. On aura un live du coup tech. On parlera tech. Vous pouvez poser vos questions tech et tout ça. Donc c'est plutôt intéressant. Du coup, vous aurez un lien dans la description vers la chaîne RTBFXP aussi au passage. Et cette vidéo-là surtout. Ok, maintenant passons à la vraie première news de cette semaine-ci. C'est le fait que Netflix a lancé leur abonnement moins cher par mois, mais qui incorpore des pubs. Et du coup, ce nouvel abonnement sera disponible pour information aux États-Unis, au Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Australie, le Japon, la Corée et le Brésil. Et il est aussi déjà disponible pour information, si je me souviens bien, au Canada et au Mexique. Donc, si vous êtes en France, vous pouvez déjà l'utiliser. Après, est-ce que vous voulez l'utiliser? Parce que cet abonnement, qui est moins cher, et qui, à mon avis, coûte le même prix que quand Netflix est sorti, donc c'est un petit peu ironique, aura jusqu'à 5 minutes de pub par heure. Donc, si vous regardez n'importe quoi sur Netflix, vous aurez jusqu'à 5 minutes de pub par heure, en plus de payer par mois. Personnellement, je ne suis pas fan. Il faut aussi tenir compte que cette formule avec des pubs n'est pas supportée sur tous les appareils. Par exemple, les PlayStation 3 et tout ça ne le supportent pas. Donc faites attention. Et c'est juste, ouais, personnellement, je trouve ça stupide. Vous payez un abonnement et en plus vous chopez des pubs. Pour moi, il n'y a que une façon de le faire, c'est soit de vous payer et vous n'avez pas de pub, soit de vous payez pas et vous avez des pubs. C'est aussi simple que ça. Pour moi, s'il y a des pubs, ben, je deviens le produit en quelque sorte. Mais si je paye pour le produit, c'est-à-dire les séries, tout ça sur Netflix. Et c'est aussi simple que ça. Mais un truc qui mélange les deux, surtout pour 6,99$, donc ça doit être plus de 6 euros certainement, hein, plus de 7 euros même.
ça vaut pas la peine. Si c'était encore 3 € à la limite, ok. Mais là, 5 minutes de pub par heure, est-ce que c'est... Franchement, je me demande vraiment si ça en vaut la peine pour Netflix. Parce que je sais ce que ça paye les pubs, je fais YouTube. J'ai même fait aussi Dailymotion à l'époque en stream. Et Dailymotion était l'une des plateformes qui payait le plus pour les pubs. Je peux vous dire que honnêtement, à part s'ils ont des pubs très bien négociées avec des entreprises, et ce sera certainement pas le cas, ce sera plus à la Google AdSense, honnêtement, même 5 minutes de pub par heure, pour un utilisateur qui regarderait, je sais pas moi, peut-être 30 heures sur le mois ou autre chose, c'est juste une goutte d'eau, franchement. C'est une goutte d'eau dans un vase. L'abonnement fait le gros paye le gros de tout ça, en fait. Donc, yep. Je comprends pas. Je comprends pas la stratégie. Donc, yep. Ma foi, si vous êtes intéressé, vous pouvez le prendre. Hein, ça coûte moins cher. Mais bon, personnellement, je ne le prendrai pas. Ensuite, prochaine news, nous avons Matter qui a enfin été lancé. Et pourquoi ça Matter pour vous? Petite blague d'anglais ici pour ceux qui l'ont capté. Eh bien, tout simplement, pour ceux qui l'auraient oublié, Matter, ou pour ceux qui ne l'ont jamais appris, est le consortium qui a été créé pour faire en sorte que toutes les grosses marques puissent se mettre d'accord sur les objets connectés. C'est le problème à l'heure actuelle, je pense que vous devez le savoir, c'est que si vous avez des objets connectés, des fois c'est un petit peu compliqué de les faire fonctionner entre eux, ou des fois, genre, vous avez peut-être des appareils Alexa, et puis vous achetez des lampes connectées, mais en fait ça ne fonctionne pas avec Alexa, celle-là, et du coup vous vous retrouvez avec des lampes où vous devez les contrôler avec une autre application, et vous ne pouvez pas les contrôler avec votre Alexa, ou alors vous avez un Google Home qui ne fonctionne pas avec des trucs de chez Apple, et c'est vite, très embêtant. Franchement, les appareils connectés, c'est cool. Mais le bordel, on peut le dire, qu'on a à l'heure actuelle au niveau des appareils connectés, ça, c'est pas pratique du tout, et ça casse tout l'intérêt de ces objets connectés, selon moi. Donc ici, Matter a pour but de tout simplement faire en sorte que toutes les grosses marques, ou en tout cas toutes les marques qui font des objets connectés, suivent les mêmes spécifications et créent quelque chose qui soit compatible entre eux. Du coup, quels sont les gros acteurs du marché ici qui supportent Matter? Vous avez Amazon, Google, Samsung et Apple. Samsung supporte déjà d'ailleurs Matter, ils ont déjà fait une update pour supporter ça. Et vous avez Google et il me semble Apple qui ont déjà indiqué que des updates arrivent bientôt. Donc Matter arrive maintenant, hein. Comme je le dis, c'est lancé et on devrait avoir de plus en plus d'appareils qui sont compatibles. Le but aussi ici, ce sera que quand tout, normalement, sera compatible Matter, en tout cas les nouveaux appareils qui seront update, parce que si vous avez des vieux appareils qui sont plus update, voilà, eh bien, vous devriez être capable de faire interagir plus d'appareils connectés entre eux. Et aussi, rajouter plus facilement des appareils connectés, parce que certains appareils connectés requièrent un pont. Donc, un appareil qui fait le pont entre votre réseau normal et ces appareils connectés. Par exemple, Philips, avec Philips Hue, ils ont ce pont-là. Ça permet de ne pas avoir chaque lampe connectée à votre réseau Wi-Fi. Donc, ils sont connectés au pont via des ondes radio. Et puis après, le pont, lui, interagit avec le réseau. Ce qui est en réalité une meilleure chose, mais du coup, forcément, il faut que ce pont soit aussi compatible avec d'autres appareils connectés. Philips Hue est assez compatible en réalité, mais voilà. Du coup, vous avez aussi d'autres grandes marques comme Hue, Eve et Aqara apparemment. Et vous avez aussi Nanolive qui a signalé qu'il rajouterait le support dans le futur. Donc ça, c'est toujours intéressant, mais ça peut requérir de nouveaux produits. Faites attention à ça. C'est une bonne chose, globalement, pour le marché. Le problème, comme j'ai dit, c'est que trop d'appareils connectés avec trop de standards différents, ben, ça casse tout l'intérêt des appareils connectés. Ou alors, vous devez vous coincer dans un écosystème, en fait. Si vous dites, OK, je vais aller sur l'écosystème Google Home, ben, vous êtes obligé d'y aller à fond. Ou alors, si vous dites, je vais aller sur l'écosystème un peu Alexa, ben, vous devez vous y mettre à fond, en fait. Si après, vous voulez changer quelque chose, vous voulez peut-être plutôt utiliser, ben, justement, je sais pas moi, Google Home, ben, des fois, tout ne fonctionnera pas avec. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, c'est le plus important, il faut voir ce que ça donne. Est-ce que les marques vont jouer vraiment le jeu à fond? Est-ce qu'ils vont update leur appareil connecté? On verra bien. En attendant, si vous voulez déjà faire une maison connectée, un conseil que je vous donne, c'est d'utiliser Zigbee, ou en tout cas tout ce qui est compatible Zigbee. Zigbee, c'est un truc open source. Je me souviens bien que c'est open source. En tout cas, c'est libre d'accès. Et vous pouvez, par exemple, faire tourner un hub Zigbee sur un Raspberry Pi, par exemple.
Et vous avez aussi certains appareils comme les appareils Samsung qui supportent déjà Zigbee. Il y a aussi Alexa qui supporte Zigbee pour info. Et du coup, c'est déjà pas mal. C'est une alternative qui existe déjà et c'est facile à trouver. Genre, si vous cherchez que des appareils compatibles Zigbee, vous savez qu'ils fonctionneront entre eux. Et il y a quand même pas mal de marques qui le supportent. Donc, c'est plutôt cool. Ça évite aussi de se coincer dans une marque. Mais bon. En attendant, on verra ce que ça donnera. Il devra avoir du coup des logomateurs qui apparaissent sur les appareils compatibles. Et on verra bien le temps que ça va prendre surtout pour que tout ça arrive. Ensuite, nous avons une news au niveau carte graphique avec évidemment le fait que AMD a annoncé leur RX 7000 en commençant par le ultra haut de gamme ici avec la 7900 XTX et la 7900 XT. Toutefois, malgré que ce sont des cartes ultra haut de gamme, AMD n'a pas vraiment augmenté leur prix. Elles sont toujours à 999$ et 899$. Donc c'est beaucoup moins cher que ce que fait Nvidia en ce moment. Et en euros, ça devrait donner des prix de maximum 1200€. Ça reste un bon investissement pour une carte graphique, mais c'est toujours mieux que 1849€. Donc, j'ai fait une vidéo de résumé là-dessus. Je vous invite à la regarder dans le petit i au-dessus à droite. C'est plutôt par là, voilà. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Mais pour résumer très vite fait, ce sont deux cartes graphiques assez haut de gamme qui consommeront jusqu'à 355 watts. Vous avez des 8 pins au lieu des 12 pins PCI Express qui posent problème ces derniers temps. Ce sont les premiers GPU en chiplet. Donc, vous avez plusieurs chiplets en plus du GPU principal au milieu, ce qui permet de faire des GPU moins chers et plus modulaires, ce qui est très intéressant. Et comme l'a précisé AMD, alors on a eu des chiffres de performance aussi, donc ces deux cartes graphiques devraient être vraiment performantes. Il y a un bon gain de performance, il ne faut pas négliger, jusqu'à minimum, en tout cas les benchmarks qui montrent ici, fois 1,5, ce qui ferait 50% de performance en plus. C'est très respectable comme gain d'une génération à l'autre. Et comme l'a précisé AMD, ce serait du coup la 7900 XTX, en tout cas, ce serait une concurrente à la 4080 16 Go et non pas la 4090. Donc, déjà, de ce qu'on a vu des chiffres de performance ici, et vous avez Linus Tech Tips qui a fait une vidéo assez intéressante où ils ont fait des configs très similaires à la config de test d'AMD, et puis ils ont testé plus de cartes graphiques pour voir ce que ça donne. Et ils ont indexé les chiffres selon la 6950 XT, parce que c'est la seule carte qu'on a actuellement sous la main qui est présentes dans les graphes ici. Et ils ont vu que, oui, elles seront très intéressantes, mais pas aussi puissantes qu'une 4090. Après, pas besoin de dépasser une 4090. La 4090 est ridicule d'un point de vue prix. Elle coûte 1949€, oui. C'est extrêmement cher. Du coup, ici, AMD vise clairement à être un peu plus raisonnable. Rester raisonnable en termes de consommation, mais toujours donner des très bonnes performances et concurrencer la 4080 qui devrait être déjà une carte graphique un petit peu plus populaire vu qu'elle sera à un prix moins grand. Après, la 4080 est quand même à plus de 1400€, la version 16 Go en Europe. Donc, en réalité, AMD a toujours un avantage au niveau prix. Donc, même s'ils dépassent à peine la 4080, en fait, ils auront toujours l'avantage. Donc, moi, je préfère largement la stratégie d'AMD ici. Viser un prix plus raisonnable, viser une consommation plus raisonnable et juste donner vraiment de la valeur aux gens. Ce sera intéressant de voir aussi les futures cartes plus bas dans la gamme parce que ça, c'est juste les deux plus grosses. Il y aura des 7800 XT. On a vu la 7800 XT devrait être aussi très performante et coûtera le prix d'une 3080 à l'heure actuelle. Mais à mon avis, elle sera largement au-dessus d'une 3080. Et vous aurez aussi des 6700 XT qui seront... non, pas des 6700, des 7700 XT qui seront peut-être même au niveau d'une 3080 pour à peine 500€. Donc franchement, je pense que là, c'est la meilleure stratégie. Ensuite, pour ceux qui veulent des CPU pas chers, nous avons une bonne news parce que AMD va baisser le prix de leur Ryzen 7 5800X 3D qui, pour information, était vendu à plus de 400€. Maintenant, il serait à 329$ et aussi en Europe. Pour le moment, il est à 369€. Je ne sais pas si la baisse de prix est encore opérée en Europe, mais ça devrait arriver parce qu'il n'a pas beaucoup de valeur à son prix de base, même si c'est un très bon CPU. Pour information, il arrive à concurrencer les nouveaux CPU dans les jeux vidéo. Pas dans tous, mais dans pas mal. Et ça lui donne une énorme valeur comme CPU de jeu. Et aussi, ça lui donne une très bonne valeur comme CPU pour upgrade votre ancienne plateforme AM4. Si vous avez une carte mère en X370 ou X470 et que vous updatez le BIOS, vous pourrez mettre ce CPU dedans. Et il fonctionnera. C'est un Weaker et tout, donc il
il ne dépasse pas le TDP maximum de ces cartes mères qui n'étaient pas designées pour des processeurs 12 ou 16 cœurs. Donc si vous pouvez le faire, franchement, ça vous fait une très bonne upgrade. Et évidemment, ce sera encore mieux que cet upgrade coûte moins cher. Donc là, le prix, s'il diminue réellement, vous pourriez avoir une bonne façon d'upgrade. Je pense peut-être même, si j'arrive à mettre la main sur un de ces processeurs, faire une petite vidéo, ça pourrait être intéressant, où je prends ma vieille carte mère en X370 qui est dans mon... J'ai un boîtier là, je l'ai mis sur une étagère. C'était ma première config Ryzen avec une X370 Titanium de chez MSI. Je serais juste curieux de voir, est-ce que je peux juste update le BIOS, mettre ce CPU et être tranquille en fait, avoir une bonne upgrade, sans avoir changé de RAM, sans avoir changé de carte mère. Pour quelqu'un qui a acheté son PC il y a des années, ce serait hyper intéressant, franchement. Donc, une baisse de prix, c'est une très bonne chose. Et j'espère que ça va continuer de baisser. Il y a aussi des baisses de prix apparemment sur la génération 5000, ce qui est assez logique. Il n'y a plus beaucoup de raisons à la laisser au prix actuel. La baisse de prix la plus importante, ce serait sur le 5600X, ce qui est assez logique. Il passerait à 159 dollars. Maintenant, il faudra voir le prix en euros, évidemment. Le 5800X aussi a une bonne baisse. Après, je prendrais plutôt le 3D. Parce que le 3D est vraiment, avec son cache qu'il a dessus, même s'il coûte plus cher, le cache lui donne vraiment énormément de performance en jeu vidéo. C'est vraiment le meilleur choix. S'il continue de baisser de prix en tout cas. 5900X, ça peut être intéressant à 349 dollars. Le 5950X à 549 dollars, ça fait cher pour quelques cœurs en plus. Si vous regardez là, vous avez un 12 cœurs pour 349 dollars. Ici, vous devez rajouter 200 dollars et vous avez juste 4 cœurs en plus. Nah. Là, vous avez rajouté 100 dollars du 5800X au 5900X et vous avez gagné 4 cœurs. Donc là, c'est beaucoup plus rentable. Mais ouais, 5950X, pas sûr que ce soit le plus rentable. 5900X pour un CPU pur professionnel, ça peut être intéressant. Après, tenez compte que le 13600K est plus puissant. Genre, il est plus puissant en multicœur et tout ça. Parce qu'il a en réalité 14 cœurs aussi. Donc, ça pourrait paraître intéressant pour ceux qui regardent vite fait le nombre de cœurs et tout et le prix, mais il faut quand même le mettre en contexte ici. Après, le 5900X a peut-être l'avantage de moins consommer, donc ça peut être un intérêt pour ça. Ensuite, nous avons une news au niveau carte graphique avec le fait que Nvidia va sortir de nouvelles cartes graphiques milieu de gamme. Bonne nouvelle, non? Non, pas vraiment. Enfin, ça dépend. Pour eux, oui, parce qu'ils vont pouvoir recycler encore plus de GPU. Parce qu'ils vont sortir une RTX 3060 8 Go. Oui. Et une 3060 Ti avec de la GDDR6X. What? Donc, c'est exactement ce qu'ils avaient fait avec la GTX 1060. Si vous vous souvenez, il y avait une 6 Go et une 3 Go. Et ils n'avaient pas le même niveau de performance. Ici, on a la même chose parce que la version 8 Go, forcément, elle a 2 puces mémoire en moins, parce qu'on passe de 12 à 8 Go. Les puces mémoire font 2 Go pour information. Et le truc, c'est quand vous diminuez la quantité de puces mémoire sur un GPU, vous allez bien souvent diminuer la taille de son bus mémoire, qui passe du coup de 192 bits à 128 bits. Et du coup, en échange, ça va réduire la bande passante. Parce que plus vous avez de puces mémoire, plus vous pouvez diviser les informations sur les puces. Et du coup, ça va plus vite, parce qu'il y a plus de puces, voilà. Ça donne plus d'occasion de séparer cette information et d'augmenter les dB. Si vous diminuez la quantité de puces mémoire, et diminuer aussi la quantité de mémoire vidéo, vous allez diminuer cette bande passante qui va passer du coup à 240 Go à la seconde. Et du coup, forcément, ça va réduire les performances en jeu. Donc même si ces deux GPU ont exactement la même quantité de coups d'accord, la même boost et tout ça, la 3068 Go va être moins puissante. Et ça, pour le consommateur, ça porte à confusion, énormément à confusion, parce qu'il va s'attendre à se dire, oh, 3062 Go, 3068 Go, bon, je vais prendre la 8 Go, j'ai pas besoin de 12 Go. Mais en fait, il va sacrifier des performances. Et aussi bien, les deux cartes seront pas si loin en termes de prix aussi. Donc ouais, je déteste ça pour information. Et c'est exactement ce qu'ils ont essayé, enfin c'est même pire ce qu'ils ont essayé de faire avec la 4080. Et finalement, les gens ont tellement gueulé qu'ils sont revenus en arrière. Enfin, peut-être que c'est à cause de ça, peut-être que c'est pour une autre raison, je ne sais pas trop. Dans tous les cas, 3060 Ti GDDR6X, par contre, elle est mieux. Donc, il faudra avoir le prix, mais passer à la GDDR6X permet d'augmenter la bande passante mémoire et du coup d'augmenter les performances. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que le prix sera bon? Et surtout, comment les gens vont différencier? Parce que là, de 12 à 8 Go,
on voit la différence tout de suite. La quantité de RAM est différente. GDDR6X à GDDR6, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a juste un X en plus quelque part. Il y a des gens qui vont se faire avoir. Ils vont croire qu'ils achètent une version GDDR6X, mais ils achètent une version GDDR6. Donc ça, c'est encore une fois pas bon pour le consommateur. Donc, globalement, c'est juste stupide. Honnêtement, c'est juste stupide. Donc, on verra ce que ça donnera. Une chose est sûre, Nvidia devrait vraiment, mais alors vraiment, arrêter de juste faire des produits qui portent à confusion pour les consommateurs. Ensuite, nous avons une news au niveau du fait que Elon Musk, évidemment, a racheté Twitter. Il est même devenu le CEO maintenant. Et il a commencé à faire des changements sur la plateforme qui laissent assez perplexe. Il y a des trucs bien, je suppose. Et il y a des trucs beaucoup moins bien. Déjà, vous avez le fait que, vous voyez ce petit checkmark sur Twitter qui permet de vous assurer que quelqu'un est vérifié? Eh bien, il suffit de payer maintenant 8 $ par mois pour l'avoir. Avant, il fallait être vérifié. Et c'est plutôt compliqué avant. Hein. Franchement, moi, j'ai un compte Twitter avec plus de 150 000 abonnés ou followers. J'ai jamais été vérifié. Et là, maintenant, vous payez 8 $ par mois, vous êtes vérifié. Donc là, par exemple, vous croyez que c'était Elon Musk, là? Ben non, en fait, c'était Apolazak. C'est un mec sur Twitter qui a juste acheté la vérification. Et maintenant, c'est Elon Musk, selon lui. Alors, évidemment, maintenant, Elon Musk est revenu sur le truc et est en mode « Oh, oui, vous pouvez être vérifié pour 8 $ par mois, mais évidemment, vous ne pouvez pas faire des faux comptes. Si vous faites un faux compte, vous devez préciser que c'est un compte parodie. Le problème, c'est que vous avez Ethan Klein de H3 Productions a fait la même chose. Donc, il a mis Elon Musk comme nom de compte avec son petit checkmark bleu. On voyait toujours que c'était @H3 Productions. Et puis, il a posté des tweets qui pourraient mettre Elon Musk dans des problèmes, on peut le dire. Et du coup, il a mis, par contre, dans son profil que c'était un compte parodie. Il s'est fait bannir. Donc là, on est en mode... où est la logique? Est-ce qu'on doit mettre Elon Musk parodie dans carrément le nom? À mon avis, ça doit être ça. Ou alors, est-ce qu'on doit juste le mettre dans le profil? Donc, vous voyez, le problème avec les décisions qui sont en train d'être prises, c'est que ça porte énormément à confusion. En fait, Elon Musk décide des trucs comme ça. Et puis, il tweet, il est en mode, on va faire ça. Il a toujours un peu fait ça avec ses autres compagnies. Et je pense que ça a certainement créé d'énormes problèmes pour ses employés, des fois, qui devaient, du coup, derrière gérer tout ce qu'il a promis ou autre chose. Mais là, avec un réseau social, c'est le bordel, en fait. C'est vraiment le bordel. Nous avons aussi des débats sur la liberté d'expression. Alors, je ne veux pas que les commentaires par pitié, pas de politique, merci. Ce n'est pas le but de cette chaîne, on est juste là pour parler de technologie. Mais aussi, pas de débat sur la liberté d'expression qui vont trop loin. Un bête truc, on va dire, c'est que, selon moi, on a le droit à la liberté d'expression. J'ai le droit d'aller sur Twitter et de dire « Les frites au four sont dégueulasses ». J'ai le droit de le dire. C'est la liberté d'expression. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut respecter. C'est que vous avez le droit de dire ce que vous voulez, dans certaines limites légales, évidemment. Mais aussi, les gens ont le droit de juste dire en réponse ce qu'ils veulent. Et juste dire « Non, t'es complètement stupide de dire ça ». C'est leur droit aussi. C'est la liberté d'expression aussi. Liberté d'expression vient avec liberté de critique, ou d'être critiqué en tout cas. Le problème ici, du coup, c'est qu'Elon Musk dit qu'il veut ramener la liberté d'expression sur Twitter. Ça peut porter à débat, déjà ça. Mais évidemment, ça semble logique. Vous ne pouvez pas poster n'importe quoi non plus. Si je commence à poster que je n'aime pas un politicien, aucun problème. Si je, par contre, poste son adresse et que je dis à tout le monde de venir à son adresse avec, je sais pas moi, des matraques et tout ça, ça pose beaucoup plus de problèmes. C'est littéralement une menace, en fait. Et c'est illégal dans beaucoup de pays. Donc là, oui, il y a la liberté d'expression, mais il y a une limite. Vous ne pouvez pas littéralement organiser des crimes sur Twitter sous le couvert de la liberté d'expression. Donc, il y a forcément une limite quelque part. Cette limite, le problème avec tous les trucs sociaux, de toute manière, c'est que Twitter est partout dans le monde. Donc, vous suivez quelle législation? La législation américaine? Ou alors vous suivez la législation par pays selon où le tweet a été posté? Selon la langue du tweet? Ça devient très compliqué. Et du coup, un autre tweet qu'il a mis, du coup Elon Musk, c'est qu'il veut faire en sorte que Twitter soit l'endroit avec les meilleures informations et les informations les plus correctes sur Internet. Et là, honnêtement, je sais pas vous, mais moi, ça me fait bien rire ça.
Genre vraiment. Le truc, c'est que une plateforme, je vous rappelle, c'est une plateforme où n'importe qui peut poster ce qu'il veut. Et selon maintenant ce que dit Elon Musk, liberté d'expression. Donc tout le monde peut poster ce qu'il veut. Du coup, moi, je peux aller sur Internet et dire, avec beaucoup de followers, j'ai pas mal de followers sur Twitter, je peux être en mode, les frites sont faites avec des tomates. Est-ce que cette information est vraie? Non. Pourtant, j'ai le droit de le dire. Mon tweet ne doit pas être supprimé. Liberté d'expression, évidemment. Mais du coup, là, l'information est incorrecte. Et mon tweet va certainement avoir beaucoup de retweets, beaucoup de likes. Et il y a des gens qui vont réellement croire et qui ne vont pas aller vérifier cette information. Du coup, dire qu'il veut que Twitter soit l'endroit avec les meilleures informations et les informations les plus correctes, c'est juste stupide en fait. Twitter déjà ne devrait pas être un endroit pour des informations. Twitter devrait juste être un endroit où je dis « Hey, j'ai mangé des frites aujourd'hui ». C'est tout. C'est le but de Twitter normalement. Si vous allez sur Twitter pour vos news, pour avoir des informations et tout ça, c'est pas normal selon moi. Donc, yep, c'est voué à ne jamais fonctionner en fait. C'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une plateforme avec des millions d'utilisateurs et espérer que les informations soient tout le temps correctes. Si vous leur laissez la liberté d'expression, enfin la liberté de poster n'importe quoi. Donc, yep. Personnellement, je serais plus d'avis de ok, Twitter ne devrait pas être un endroit d'information. Mais par contre, ça devrait être un endroit où les gens peuvent poster ce qu'ils veulent. Et du coup, il y a évidemment des limites légales. Peut-être on prend la législation américaine. Mais ouais, dans tous les cas, voilà, je vais pas aller plus loin. Je sais qu'il va y avoir déjà des débats dans les commentaires. Par pitié. Par pitié. Je veux juste montrer ici, moi, le... Oh, mon cache est en train de s'enlever de mon écran. Je veux juste montrer le côté un petit peu... Au final, que Elon Musk prend des décisions à l'arrache, on peut le dire, et il y a des décisions qui sont juste en total conflit avec l'une l'autre. Donc, yep. Ça va être le bordel. Ça va être vraiment le bordel. Donc, on verra bien. Bonne chance, Twitter. Un autre problème aussi qu'Elon Musk a, il faut quand même en tenir compte, c'est que avant Twitter, c'était Twitter. Genre, si Twitter, il y avait un problème avec Twitter, par exemple, Twitter bannissait une personne connue, les gens avaient un problème avec Twitter. Maintenant, Twitter, c'est Elon Musk. Twitter est Elon Musk. Maintenant, les gens vont associer Twitter à Elon Musk. C'est lui le big boss. Donc, si Twitter bannit une personne, c'est à cause d'Elon Musk. Si Twitter autorise une personne à poster quelque chose qui porte à controverse, c'est à cause d'Elon Musk. Vous allez me dire, ben non, c'est pas à cause d'Elon Musk. Oui, mais pour les gens, c'est à cause d'Elon Musk. Parce que, techniquement, il l'autorise. Et du coup, maintenant, il est en train de se mettre une énorme cible sur la tête pour je ne sais quelle raison. C'est franchement, Elon Musk est quelqu'un de très intelligent, mais des fois, il devrait peut-être réfléchir un petit peu avant de prendre certaines décisions. Moi, je trouve Tesla, ce qu'il a fait avec Tesla, franchement incroyable. Il a réussi à créer une entreprise qui fabrique des véhicules purement électriques à une époque où tout le monde se moquait de lui pour ça. Il a réussi à faire aussi une entreprise aérospatiale qui réutilisent leurs fusées. Alors évidemment, il n'a pas fait tout seul. Il l'a fait avec des ingénieurs brillants et tout ça derrière lui. Mais c'était quand même lui qui dirigeait tout ça. Il faut quand même lui créditer une partie de la réussite. Mais c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui peut faire plusieurs réussites comme ça d'affilée, être l'un des hommes les plus riches au monde, ça ne le protège pas d'avoir juste des décisions complètement stupides. Einstein a aussi dit des trucs stupides à des époques. Il a dit des choses qui ont été prouvées être fausses à Einstein. Parce que, évidemment, à son époque, il n'avait pas forcément les outils pour confirmer certaines choses. Donc, yep. Même chose ici avec Elon Musk. Il a beau être peut-être un génie marketing, un génie en business, toutes ses idées ne seront pas bonnes. Et là, c'est certainement la pire idée qu'il ait jamais eue. Acheter Twitter, c'était juste... Je ne comprends pas. Bref, dans tous les cas, bonne chance Elon, tu vas en avoir besoin parce que franchement, t'es dans la merde à partir de maintenant. Il se retrouve à gérer un truc qu'il n'arrivera jamais à gérer correctement et il va se choper les critiques de tout le monde. Parce qu'à chaque fois qu'il prendra une décision, il y aura toujours quelqu'un pour le critiquer. Donc franchement, bonne merde. Ensuite, en parlant d'Elon Musk, on a une news au niveau de Starlink qui est assez prévisible, mais Starlink va commencer à mettre tout simplement des limites de données par mois. Donc vous aurez jusqu'à 1 Tera de données sur les connexions résidentielles, donc pas les connexions plus professionnelles, parce qu'ils ont aussi un abonnement professionnel maintenant. 1 Tera,
c'est pas mal en réalité. Je viens d'un pays qui, à une époque, avait encore des limites de data par mois. Pour information, quand j'ai commencé YouTube, j'avais une limite, il me semble, au tout début de 50 gigas par mois. Quand j'ai commencé YouTube en 2011. Donc, c'est juste pour vous dire. Non, et c'est pas une connexion Internet mobile. C'était une connexion Internet fixe à la maison. Oui, la Belgique est très retardée à ce niveau-là. On peut le dire. Et c'est encore le cas. On n'a plus d'autant de limites. Il me semble que la limite maintenant est genre de 2 Tera par mois et vous pouvez l'augmenter facilement. Et c'est pas une vraie limite. En fait, vous dépassez ça et c'est comme avec Starlink. Si vous dépassez les 1 Tera par mois, ça va brider votre connexion. Donc un petit peu comme les trucs mobiles aussi. Vous pouvez payer pour outrepasser cette limite, du coup, et ce sera, il me semble, 25 centimes par gigabit. Ah, ça peut vite faire très cher si vous uploadez des trucs. Donc, il y a des gens, évidemment, qui sont pleins de cette limite-là, ce qui est assez logique. Après, pour moi, selon moi, vraiment, 1 Tera de données pour une connexion Internet via satellite, c'est raisonnable, en fait, parce que si vous regardez les autres fournisseurs d'accès Internet par satellite, ils ont des limites de données beaucoup plus importantes, ou alors ils limitent votre connexion dès le début, et voilà, vous n'avez rien. Un autre truc aussi, par contre, qui fait un peu moins plaisir aux gens, c'est que la vitesse continue de diminuer. Parce que forcément, il y a un certain nombre de satellites en orbite. Ils continuent d'en lancer, mais ils n'en lancent pas assez pour que ça compense, on va dire, la diminution de vitesse. Parce que le truc, c'est que un satellite, quand il passe au-dessus d'un endroit, ne peut que... Il a une certaine bande passante. Vous ne pouvez pas outrepasser cette bande passante du satellite. Donc, plus il y a de personnes en dessous du satellite à un endroit, mais plus cette bande passante va être divisée entre ces différents utilisateurs. Donc, à force, la vitesse diminue, surtout dans les endroits assez populés. Donc, ça, c'est pas très surprenant. Pour information, Starlink a pour but de fixer ce problème-là, ou plutôt SpaceX a pour but de fixer ce problème-là avec des satellites Starlink de version 2, qui sont beaucoup plus gros et qui seront lancés avec Starship, et qui auront des bien meilleures, bien meilleure bande passante. Mais il y aura toujours une limite quand même. Plus il y a d'utilisateurs, plus vous serez quand même limité au niveau de la bande passante. Et là, la seule solution, ce sera d'avoir plus de satellites. Et là, SpaceX veut lancer beaucoup plus de satellites. Le but, ce serait d'avoir, pour information, 12 000 satellites en orbite, ou même 14 000, si je me souviens bien. Donc, ça fait beaucoup, énormément. Pour information, à l'heure actuelle, il y a un peu plus de... Enfin, avant que Starlink soit en ligne, plutôt, il y avait un peu plus de 2000 satellites en orbite. Maintenant, il y en a beaucoup plus, évidemment, et il va y en avoir de plus en plus. Et ça ne tient pas aussi compte du fait que vous avez Blue Origin qui veut faire leur propre Internet comme ça, et aussi peut-être même la Chine. Ça va être le bordel là-haut. Franchement, ça va être vraiment le bordel. Pour aussi les astrologues. Astronomes. Astrologue, c'est autre chose. Ou les astrologues aussi, techniquement. Mais bon, les astronomes qui observent le ciel, évidemment, le problème, c'est que ces satellites sont très bas en orbite. Et quand on arrive au lever du soleil ou au coucher du soleil, vous avez le problème que les satellites sont tellement hauts qu'ils sont encore dans le soleil. Et du coup, on les voit, en fait. Ils laissent des traînées dans le ciel sur les images prises par les observatoires. Quand il fait pleine nuit, ça va, mais au lever et coucher du soleil, par contre, ça pose problème. Donc, on a déjà ces problèmes-là, mais en plus, on a aussi le problème que s'il y a de plus en plus de satellites en orbite, il peut y avoir une réaction en chaîne très désastreuse où vous avez un satellite qui se fait détruire parce qu'il rentre en collision avec un autre satellite. Vous avez plein de débris qui volent, qui vont toucher d'autres satellites qui vont exploser aussi, et puis ça va faire une réaction en chaîne. Et basiquement, la plupart des satellites en orbite pourraient se retrouver détruits, et vous auriez tellement de débris qui traînent en atmosphère qu'on ne pourrait même plus lancer une fusée. Parce que la fusée finirait forcément dans les débris et se ferait détruire. Parce que tous les satellites qui tournent autour de la Terre tournent à plus de 20 000 km/h. Donc tous les débris tourneraient à plus de 20 000 km/h. Donc, je sais pas vous, mais monter avec une fusée et puis avoir un truc qui vient à 20 000 km/h sur vous, ça fait plutôt mal. Donc, ça va être très, très, très compliqué. Mais bon, ça, c'était juste une news pour parler un petit peu de la bande passante. J'avais pas espéré, mais j'avais pensé peut-être... je m'étais préenregistré pour Starlink, pour information, et je pensais peut-être l'utiliser. Et finalement, j'ai décidé de pas l'utiliser. Et je pense que j'ai plutôt bien fait parce que les vitesses deviennent moins intéressantes, et aussi 1 Tera par mois, c'est pas assez pour moi. J'utilise plus d'1 Tera par mois avec toutes les vidéos et tout ça, donc
Yep, ma foi, ça reste toujours pour ceux qui sont vraiment limités. Je pense que Starlink a quand même un intérêt. Si vous êtes par exemple dans un petit village de France perdu au milieu de nulle part, Starlink est certainement le meilleur internet que vous puissiez avoir. Donc ça, c'est quand même très bon pour vous. Ensuite, parlons du magnifique futur qu'on va avoir. Est-ce que vous aimez les pubs? On a des pubs sur YouTube, on a des pubs dans les rues et tout ça. Mais imaginez dans le futur où carrément nous allons avoir des flopées de drones, 500 drones, qui vont voler dans les airs et faire des pubs directement dans le ciel. C'est horrible, oui. Ben, c'est ce que veut faire Candy Crush. Ils vont lancer 500 drones au-dessus de New York, ou plutôt ils l'ont déjà fait techniquement, et ils vont faire une énorme pub. Et du coup, je déteste le futur. Alors, en réalité, les shows de drones, il y a en fait maintenant des villes qui, au lieu de faire des shows avec des feux d'artifice, utilisent des drones. C'est franchement génial. Ça permet de faire des trucs géniaux. Maintenant, faire de la pub via des drones dans le ciel, ça devrait être totalement interdit. Ça devrait être interdit tout de suite, maintenant, parce que ça va mener à des trucs dégueulasses. Pollution lumineuse, on a aussi pollution sonore si les drones sont trop proches, mais je pense qu'ils seront assez loin de personne. Et puis juste, c'est juste pollution visuelle, en fait. Imaginez, vous êtes tranquille en train de regarder par la fenêtre, et puis là, vous voyez un énorme truc, une énorme pub pour je ne sais pas quoi, pour Fortnite ou je sais pas quoi. Non, par pitié, non, j'ai pas envie de ça, moi. Donc, yep, j'espère vraiment que ça va être interdit tout de suite. Alors, en réalité, c'est un peu parce que c'est les États-Unis, en Europe, il y a des shows de drones qui se font, mais c'est très régulé, en réalité. Mais j'espère que ça va se faire encore plus réguler dans le sens que un show devrait être un show. Ça ne devrait pas être une énorme pub. Si c'est juste pour faire de la pub, non. Si par contre c'est pour faire un magnifique show artistique, no problemo. Là, je suis plutôt pour. Surtout si c'est régulé et que c'est pas trop souvent non plus. Mais bon, on verra bien. Les États-Unis ont évidemment une certaine liberté qu'ils adorent des fois. Et là, c'est peut-être un peu trop. Hein. Des pubs Candy Crush dans le ciel, non merci. Et enfin, la dernière news, c'est au niveau du fait que Steam sur Chromebook entre en bêta et aussi rajoute le support des processeurs AMD, ce qui est plutôt une bonne chose. Du coup, pour ceux qui voudraient utiliser Steam sur Chromebook, vous avez ici la liste de tous les Chromebooks qui sont supportés. Donc, vous avez beaucoup de Acer, Asus, un petit peu de framework. Oh, le framework en édition Chromebook. Nice, c'est plutôt cool. Nous avons aussi des HP et des Lenovo. Et du coup, très intéressant, les Chromebooks, pour moi, peuvent remplir une partie du futur. Genre, beaucoup de gens auraient juste besoin d'un Chromebook. Genre, si vous faites juste des emails, vous allez regarder des trucs en ligne, un Chromebook vous suffirait. Et l'avantage du coup des Chromebooks, c'est qu'ils sont beaucoup plus légers, ils tiennent beaucoup plus longtemps au niveau batterie et ils sont moins chers. Enfin, ça dépend aussi, le moins cher. Parce que le truc, c'est que je l'ai dit dans un précédent Tech Sava Show, je vous ai demandé, est-ce que je devrais acheter un Chromebook pour tester ça et tout ça? Et j'étais prêt à le faire. Et puis j'ai été voir les prix des Chromebooks et j'étais en mode, what the fuck? Alors, vous avez toujours des Chromebooks à 200-300 euros. Évidemment, ce ne sont pas ceux qui sont sur cette liste. Si vous voulez un vrai Chromebook, un qui a quand même un peu de puissance, le prix est abusé. C'est abusé, franchement. Il coûte 500, 600, 700 euros pour un Chromebook. 700 euros, je peux acheter un PC gamer avec une RTX 3060. Réellement, vous pouvez en trouver. Pourquoi je payerais 700 euros pour un fucking Chromebook avec un processeur anémique et sur un OS surtout qui me permet de rien faire? C'est une honte. Franchement, c'est une honte. Donc, yep. Bon, évidemment, ça, c'est juste pour la bêta. Quand ça sortira de bêta, ça supportera normalement tous les Chromebooks avec une certaine spec minimum. Donc là, l'intérêt que vous pourriez avoir, c'est peut-être si vous convertissez un ancien ordinateur portable en Chromebook. L'outil pour convertir des anciens ordinateurs portables est sorti, après tout, je vous rappelle. Et vous pouvez installer maintenant Chrome OS sur un vieux ordinateur portable. Là, si ce vieux ordinateur portable a un chipset graphique suffisamment bon pour faire des petits jeux, ça pourrait être intéressant, franchement. Mais en attendant, non. Franchement, je vous le dis, les Chromebooks à l'heure actuelle, le prix est abusé et je pense qu'il y en a il y a certains constructeurs qui devraient peut-être retourner sur Terre. Hein, parce que là, 700 balles pour un Chromebook, non merci. En attendant, c'était à peu près tout pour ce Tech Sava Show aussi. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour ne pas manquer le live. Vous avez aussi évidemment le live sur RTBF XP, donc ça, n'hésitez pas à manquer. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir la promotion sur Infomax. Vous avez encore une fois tout ça dans la description. Merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!